Bonjour à tous, donc je m'appelle Patrick Roussel, je suis enseignant ici à l'ENC en BTS NRC, donc je suis prof comme vous. J'ai à peu près les mêmes étudiants que vous, c'est-à-dire on verra un petit peu des profils qui évoluent petit à petit, plutôt bac pro que bac généraux petit à petit. Et j'ai participé aussi à la réforme NRC, et avec un certain regret, c'est de ne pas avoir réussi à transformer la réforme NRC avec le CRM, c'est-à-dire que nos étudiants, quand ils sont en entreprise, utilisent le CRM, mais on a beaucoup de mal à les faire travailler sur le CRM à l'intérieur de l'établissement, et donc on est obligé de déléguer aux entreprises ce type de formation. C'est important parce que ce qu'on a voulu éviter, c'est toutes les problématiques techniques. Et la plateforme qui va vous être présentée, elle est fondamentalement issue de ça. C'est-à-dire que l'idée fondamentale, c'est d'éviter les problèmes techniques. Alors, on va travailler comme les gens qui sont dans le digital, avec une cible, et comme c'est des gens facétieux et un peu amusants, et c'est des jeunes, hein, c'est ce qu'on appelle la génération X, ils appellent leur cible des personas. Qu'est-ce que c'est qu'un persona? C'est une espèce de caricature d'une personnalité qui a un certain nombre de caractéristiques et qu'on va cibler. Par exemple, je pourrais dire Ginette, coiffeuse à Romorantin, qui se peint les ongles en bleu, qui est sur Facebook toute la journée. Ou je peux dire Jean-Édouard, qui roule en Mercedes, ne consomme que Apple, passe ses vacances au Cap Ferré, par exemple. Et on a deux personas qui sont assez faciles à saisir et sur lesquels on peut travailler. Ça le mérite, c'est un peu caricatural, mais ça le mérite de donner l'idée exacte de la personne. Notre persona à nous, c'est ça, c'est des jeunes qui ont maintenant 20 ans à peu près, qui sont issus d'un milieu social relativement peu aisé, avec un niveau intellectuel et je dirais un niveau de culture surtout familiale et d'accompagnement familial dans l'acquisition des connaissances qui est relativement faible. On a beaucoup de bacs professionnels, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, donc des gens qui ont suivi des parcours de formation qui sont un peu spécifiques, dont on n'a pas beaucoup l'habitude. Et tous ces jeunes-là, ils ont 20 ans aujourd'hui et ils sont donc nés en 98. Et en 98, ils sont nés en même temps que Google. C'est-à-dire qu'ils ont l'âge de Google. Nous, la digitalisation, c'est une révolution. Hein. On parle de, comment on dit, disruption, c'est ça, disruption de la digitalisation. Eux, c'est pas une disruption, c'est leur vie depuis tout le temps. Et il y a une autre date qui est super importante, parce que juste entre 98 et 2018, eh bien, il y a 2008, et en 2008, c'est l'arrivée de l'iPhone en France. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec Google, et ils avaient 10 ans quand l'iPhone est sorti. Autrement dit, on s'adresse à des gens qui manipulent ça depuis tout petit. Alors, on se demande toujours pourquoi l'iPhone est interdit dans les classes, pourquoi, au lieu de l'interdire parce qu'il accède à des informations, on n'utilise pas l'iPhone en classe parce que justement, il accède à des informations. Parce que c'est son mode de communication, c'est son mode d'acquisition des connaissances, et c'est comme ça qu'il fonctionne depuis tout petit. Ça, c'est assez important. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fête les 20 ans de Google, on fête les 10 ans de l'iPhone, et c'est évidemment le BTS NDRC qui sort. La programmation a été parfaite, hein, la production est très bonne. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que ça représente, la digitalisation, pour nous qui avons vécu la disruption, on va dire. Mais cette disruption, on l'a vécue quand même assez bien. Hein. Moi, je me rappelle avoir vécu d'une manière beaucoup plus compliquée et que ça m'a quand même beaucoup facilité la vie. Elle a changé notre rapport au temps, d'abord, parce que on n'est pas prisonnier du temps. Avant, quand vous vouliez écrire à quelqu'un, il fallait prendre du papier. Oh merde, j'ai pas de papier, il faut que j'aille en acheter. J'ai pas d'enveloppe. T'as des timbres, Catherine? Non, il n'y a pas de timbre, il faut aller à la poste. Une fois que vous avez réussi à écrire votre lettre, il faut la mettre dans la boîte aux lettres, et ainsi de suite. Et après, vous attendez 3 jours que la personne reçoive la lettre, et ensuite qu'elle écrive la même lettre avec la même difficulté que vous, et vous envoie la réponse. Maintenant, ça se fait automatiquement par mail, et vous vous dites, quoi, il n'a pas répondu dans les 25 secondes après mon mail. Il n'est pas derrière sa machine. Donc ce temps-là, il a super rétréci.
Quand je faisais organiser des voyages, parce que j'aime bien la Bretagne, moi, les enfants ils allaient en Bretagne, quand ils sortaient de l'eau ils étaient bleus. Alors au d'un moment j'ai dit à ma femme, bon écoute c'est pas possible, on va aller en Méditerranée. Donc on allait à l'agence de voyage, on arrivait, on faisait la queue, il y avait plein de gens à l'agence de voyage. Donc on faisait la queue, on tombait sur une charmante personne qui nous expliquait oui là c'est vachement bien, cette saison il pleut pas, patati pataloute. Elle nous donnait 3 catalogues. On revenait à la maison avec nos catalogues, on passait le week-end sur les catalogues, le lundi l'agence était fermée bien sûr, j'y retournais le samedi d'après et la dame me disait bah non c'est terminé, là tout le monde a réservé, c'est fini. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans le canapé le dimanche et on prend chacun sa tablette et on regarde et dit tu vois là c'est bien, ouais. Et puis il y a les avis clients, parce que l'agence de voyage elle n'a pas les avis clients, donc on a plus d'informations sur internet qu'on avait avant. Donc on a beaucoup rétréci l'espace et les choses se passent très vite. Vos jeunes, ils sont 24/24, 7 jours sur 7, ils communiquent tout de suite, il faut que ça vienne tout de suite. Moi, mes élèves, il faut que ça vienne tout de suite. Ah, mais monsieur Roussel, je vous ai envoyé un mail, pourquoi vous ne m'avez pas répondu? Ah ben mon gars, j'ai autre chose à faire. Ça rétrécit aussi notre rapport avec l'espace. Pourquoi avec l'espace? Parce que bah, vous êtes ici et ailleurs. Vous avez la possibilité, ce don d'ubiquité dont on rêve, qui est d'être ici, puis en même temps dans votre canapé. Alors le canapé maintenant il est défoncé parce qu'on passe notre vie dans le canapé. Hein. Donc vous êtes dans votre canapé et vous êtes chez Darty en même temps. Et puis non, bah, finalement vous êtes chez Boulanger. Et puis vous regardez. Et puis vous avez aussi les avis clients, les clients qui sont eux-mêmes dans leur canapé quelque part en France et qui tapent des avis clients pour dire bah voilà, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, etc. 3 étoiles, 2 étoiles et ainsi de suite. Bon, vous pouvez même vous payer le luxe d'aller chez Darty, pas avec votre canapé quand même, mais avec votre iPhone et expliquer au vendeur de chez Darty que c'est pas tout à fait ce qu'il vous dit parce que vous avez l'information et que cette information elle est bonne. Et que chez Boulanger, ils font des promos différentes parce que le même produit, vous savez comment ils font? Ils changent les 2 dernières lettres des références produits et il y a le même four de Darty et le même four de Boulanger, ce qui fait que quand vous faites des recherches sur Internet, bah, vous ne trouvez pas le même produit. Bah, si c'est le même produit, ils ont juste changé les lettres pour dire celui-là c'est celui qui est chez Darty et celui-là c'est celui qui est chez Boulanger. Enfin, on y arrive très facilement et vous pouvez expliquer aux vendeurs de Darty que chez Boulanger, ils sont quand même vachement mieux. Donc l'espace comme le temps ont considérablement tréti. Concernant l'information, moi quand j'étais jeune, on me disait toujours « Oh, l'information, elle est super rare. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui détient l'information. Celui qui n'a pas d'information, il n'a pas de pouvoir. » Aujourd'hui, on a l'information qu'on veut. Alors je me suis amusé ce matin. J'ai tapé Patrick Roussel. Alors, je vous fais un petit cours de Google. Je n'ai pas tapé Patrick Roussel comme ça, parce que sinon j'ai tous les Patrick du monde qui vont arriver, plus tous les Roussel du monde qui vont arriver, plus tous les Patrick Roussel du monde qui vont arriver. J'ai tapé Patrick Roussel entre guillemets. Et entre guillemets, ça me donne que les Patrick Roussel. J'ai eu 28 500 pages. Et là, je me suis dit, Patoche, t'es un cador. Bon, alors je me suis dit, je vais tester quand même avec Google. Donc j'ai tapé Google, sur Google, et Google m'a sorti 3 milliards de pages en 0,74 secondes, s'il vous plaît. Hein. Donc 3 milliards de pages écrites sur Google et 28 000 pages écrites sur Patrick Roussel. Alors il y a quand même beaucoup de Patrick Roussel dans le monde. Si vous tapez Patrick Roussel, il va y avoir des photos de gens qui ne sont pas moi. Hein. Mais il y a beaucoup de Patrick dans ma génération, il y a beaucoup de Roussel en France. Mais quand même, 28 000 pages, c'est quand même pas mal. Amusez-vous à le faire, vous allez voir, vous avez beaucoup de pages avec votre nom. J'ai tapé ministère chargé de l'éducation nationale pour voir un petit peu. 450 000 pages, c'est-à-dire beaucoup plus que moi. Pas tellement quand même, hein. Beaucoup plus que moi, mais en tout cas beaucoup moins que Google. Google, c'est 3 milliards de pages. Donc il y a quand même des gens qui ont écrit beaucoup de pages. Bien, cette information, elle est pléthorique, et avant on avait besoin d'accéder à l'information. Maintenant la problématique, c'est pas d'avoir de l'information, c'est d'avoir de l'attention. Et les entreprises, leur problème c'est ça, elles n'arrivent pas à obtenir l'attention des gens. Trop d'informations, ben, tue l'information. Je ne sais plus qu'est-ce qu'a dit ça. Raccrochons-nous à ce qu'on connaît. Nous, on connaît bien l'entonnoir de prospection. Je pense que ça parle à un certain nombre d'entre vous. Vous avez ici à gauche l'entonnoir classique avec je fais des appels téléphoniques, ensuite je prends des rendez-vous et ensuite je fais des ventes. Bien, au début, il y a beaucoup de gens, après il y en a un peu moins, puis après il y en a encore un peu moins.
Il y a un concept en digitalisation qui s'appelle le tunnel de conversion, le funnel de conversion, mais bon, en français ça se dit tunnel. Et on revoit exactement la même chose. On me dit, mais c'est complètement pareil, il y en a beaucoup au début et il n'y en a pas beaucoup à la fin. Ben, c'est vrai que c'est un petit peu pareil. Il y a quand même 4 différences qui sont assez importantes. La première, vous la voyez tout de suite. Il y a une différence sémantique extrêmement forte. C'est-à-dire que quand vous regardez la partie gauche, c'est-à-dire celle qui nous est traditionnelle, on est très sur l'outil et on est très sur la transaction. Si vous regardez la partie droite, on n'est pas du tout dans la transaction, on est dans la relation. D'ailleurs, il y a séduction, engagement, conversion. Certains disent, au lieu de dire séduction, ils disent évangélisation. Donc vous imaginez évangélisation, engagement, conversion, on est dans quelque chose de complètement mythique. Bon, c'est la génération Y, mais quand même. Ils aiment bien les mots comme ça, mais ça a un sens. Et ce sens, il est au-delà même de la digitalisation. C'est aussi une vision marketing de l'entreprise. Quand vous êtes une entreprise comme Apple, que vous arrivez à avoir des églises qui sont des Apple Store, que vous créez des grands-messes, la grand-messe annuelle de présentation des produits, que vous avez des gens qui sont prêts à se crucifier à l'entrée de l'église pour obtenir le dernier Apple qui va sortir, vous avez réussi à créer avec votre clientèle une relation qui n'est pas du tout une relation produit-client, mais qui est une espèce d'affiliation à une église, qui est l'église Apple, et qui arrive à très bien gérer tout ça. Moins bien depuis que le pape est mort, mais très bien quand même encore. Donc, première différence, elle est sémantique. Il y a une deuxième différence qui est un peu liée. Elle est en termes d'organisation, c'est-à-dire la façon dont on travaille avec les clients. Mes élèves, ben voilà, on leur file une liste d'appels, ils font 75 appels par demi-journée, 150 appels par jour, avec un peu de chance, ils ont un rendez-vous tous les 300 appels. Évidemment, ils appellent des gens qui sont en train de bosser, qu'on est en train de déranger, qui n'ont pas forcément le besoin au moment où on les appelle, donc c'est extrêmement difficile. Lorsqu'on travaille en digitalisation, on n'est pas dans cette logique-là du tout. Le client, il a un processus d'achat comme vous, c'est-à-dire, vous, quand vous voulez acheter quelque chose, vous allez sur Internet. Hein, vous allez regarder Darty, vous allez regarder Boulanger, vous comparez, etc. etc. C'est-à-dire vous faites d'abord une petite idée de ce qu'est le produit. Et puis ensuite, en faisant vos recherches sur Internet, vous tombez sur des gens vachement bien, qui vous conseillent vachement bien, en qui vous avez vachement confiance. Prenez par exemple Leroy Merlin. Leroy Merlin est très fort là-dessus. Leroy Merlin, il ne communique pas forcément sur ses produits, mais il communique beaucoup sur le bricolage. Et donc, il a des vidéos de bricolage, il a des explications de bricolage, il a toute une école de bricolage, et cette école de bricolage fait de lui un expert en matière de bricolage, et ce côté expert en matière de bricolage va être transformé à l'intérieur des magasins. Bien, donc on va essayer de produire de l'expertise sur les réseaux, en attendant que ça morde, un petit peu comme le pêcheur, ben voilà, il met des lignes à l'eau. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est ça qu'on appelle le content marketing. Donc on va mettre des vidéos, on va travailler sur les blogs, on va travailler sur les réseaux sociaux, mon réseau social à moi, mais les réseaux sociaux des autres aussi, etc., pour essayer de véhiculer une image cohérente d'expertise dans un domaine. Bien. Et puis à un moment donné, ben, on va avoir des gens qui vont vous contacter. Pour l'instant, vous avez des machines qui vous contactent, c'est-à-dire vous n'avez que des adresses IP, des adresses de machines, vous n'avez pas du tout de personne derrière. Et le deal, c'est d'arriver à obtenir la personne. Pour obtenir la personne, c'est-à-dire son adresse mail essentiellement, il faut que ça se fasse très facilement, très aisément. Il ne faut pas qu'il y ait un formulaire de 3 pages à remplir, c'est juste ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Voilà. Et ça, pour que les gens donnent leur adresse mail, eh ben, il faut leur faire un cadeau. Alors le cadeau, bah, ça va être la participation à une newsletter, c'est pas forcément un super cadeau, un livre blanc, c'est-à-dire un livre qui explique tout sur tel ou tel thème, ça c'est déjà un cadeau plus intéressant. Un jeu concours où vous allez gagner quelque chose, un essai gratuit, là ça devient quand même beaucoup plus intéressant, ou dans le domaine professionnel, un webinar, c'est-à-dire une conférence où vous allez avoir des professionnels qui vont intervenir sur un thème en vidéoconférence et vous vous inscrivez à cette vidéoconférence et donc là vous avez des commerciaux qui arrivent en face de vous. C'est la partie engagement. Ensuite on a l'adresse mail et la personne on peut la pister.
Alors, la tradition dans le milieu veut qu'on ne force pas les gens. Autant à gauche, on force les gens, on essaye d'obtenir des rendez-vous, on essaye d'obtenir des appels. Autant là, on essaye de leur laisser suivre leur parcours. Ben, on trace ce parcours, on leur donne des points. On dit, tiens, il a rempli un panier, ça c'est vachement bien, on va lui donner 10 points de plus. Et quand il a tant de points, ben, on va lui faire telle offre, etc., etc. Alors, il y a tout un parcours qui est complètement automatisé, qui est tracé par les machines et qui permet de faire avancer le client à son rythme en direction de la conversion. C'est au niveau de la conversion qu'on va retrouver l'essentiel de l'intervention humaine, c'est-à-dire en fin d'entonnoir, là où il y a moins de clients et où l'efficacité du contact humain, qui est quand même nettement meilleure que la machine, il ne faut quand même pas rêver, l'efficacité du contact humain devient intéressante. Donc les hommes, l'humanité, on va la retrouver au moment de la conversion, c'est-à-dire au moment de la vente, et surtout dans le post-achat. Parce que la problématique de l'entreprise, c'est qu'il faut maintenant, et ça c'est très bien, que le client il soit content, satisfait, et qu'il parle de vous en disant du bien de vous. Bien. Donc si on est dans séduction, engagement, conversion, je dirais évangélisation, engagement en conversion, ben ensuite le client va prêcher la bonne parole et on va envoyer des gens en Afrique pour prêcher le christianisme et donc la boucle est bouclée. Pour ça, il faut avoir un outil très puissant et là il faut de l'intervention humaine parce que la machine peut difficilement gérer tout ça et donc on a le chat, le CRCM, les forums, le SAV, des gens qui vous appellent, etc., etc. Voilà en gros la deuxième différence, c'est qu'on est sur une logique qui n'est pas du tout la même. Le problème, c'est à quel moment se situe la machine, à quel moment se situe l'homme. C'est-à-dire qu'une des problématiques à l'heure actuelle, c'est où est le marketing et où est la vente. Alors, l'opposition marketing-vente, hein, moi je l'ai entendu tout le temps, là, elle se place dans le tunnel de conversion. C'est-à-dire, au début, c'est forcément la machine qui travaille, et vous verrez que dans votre plateforme, il y a une machine qui peut travailler comme ça. Il y a la machine qui travaille et à un moment donné, il y a l'humain qui va arriver. L'humain qui arrive, c'est les équipes de vente, c'est la force de vente, c'est les téléprospecteurs, etc. Et ça dépend forcément du secteur d'activité. Si vous êtes sur des biens relativement bon marché, banaux, c'est au dernier moment que vous allez avoir l'intervention humaine ou même en post-achat. Par contre, évidemment, si vous vendez des solutions très sophistiquées à des entreprises, l'humain va arriver très vite. Dès qu'on sent que le client est intéressé, on va lui envoyer un humain parce que là, on aura besoin d'avoir une personne. L'humain coûte cher, donc on va le réserver au dernier échelon. Dernier point, on parle beaucoup de big data. En fait, le big data n'intervient pas dans la digitalisation telle que je viens de vous la présenter. Dans la digitalisation telle que je viens de vous la présenter, c'est le smart data qui est important, c'est-à-dire le comportemental de la personne et la façon dont il navigue et la façon dont moi je vais le tracer. C'est-à-dire, c'est la petite information sur son petit geste qui va être importante et pas d'avoir mouliné des millions et des millions d'informations à l'intérieur d'une grosse bécane. Bien, encore que les deux soient tout à fait complémentaires, bien sûr. Ça veut dire concrètement que le monde de la communication a changé. Depuis toujours, les entreprises utilisent trois moyens de communication, trois grandes familles. Les moyens qu'elle a en propre, c'est-à-dire que traditionnellement, le marketing direct, la force de vente, etc., c'était des moyens qui étaient en propre à l'entreprise. Elle utilise aussi des moyens payés, la publicité, que ce soit dans la presse, à la télévision, etc. Donc on communique en payant des agences ou en payant des médias pour avoir donc de la communication. Et on communique aussi en relayé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'autrefois, c'était déjà vachement mieux qu'au lieu de mettre une page publicitaire dans un journal, on ait un rédactionnel, c'est-à-dire un journaliste indépendant qui a écrit sur mes produits. Pourquoi ? Parce que les clients, ils ne croient pas à l'entreprise. Ils croient uniquement les gens comme eux. Ça va poser un problème aux médias payants aujourd'hui. Médias payants, vous connaissez ce que c'est. AdWords, par exemple, c'est quand vous faites une requête sur Google, vous avez en haut, les premiers, il y a marqué « Annonces ». Et ce sont des annonces payantes. Et Google vous positionne, en fonction d'un certain nombre de critères, au début de page. Les lignes annonces sont beaucoup moins cliquées que les lignes qui ne sont pas annonces. C'est-à-dire que les gens se méfient de ces annonces. À partir du moment où il y a un discours commercial, les gens n'y croient plus. Les gens ont beaucoup plus confiance dans les avis des gens comme eux, ou des avis d'experts, de gens qui sont réputés pour avoir des connaissances sûres.
Donc on va retrouver les médias. La presse, d'une manière générale, elle est en ligne aussi, bien sûr, et on a le droit d'interréagir avec la presse en ligne, ce qu'on n'a pas le droit de faire avec la presse papier. Vous avez les blogueurs ont pris une place considérable, vous avez des grands experts dans le domaine du blog, vous avez tous les influenceurs réseau. Moi, ma fille, elle est un peu sur les réseaux et elle compte ses followers sur Twitter, parce que sur Twitter, c'est ça, c'est plus j'ai de followers, plus j'ai du poids, et plus je peux déclencher des mouvements très rapidement. Et donc vous avez les réseaux sociaux sur lesquels les gens s'expriment et disent ce qu'ils pensent des différents produits qu'ils ont achetés, et les avis consommateurs. Je ne sais pas si vous allez sur TripAdvisor, mais moi je vais toujours sur TripAdvisor. Cette croyance dans les autres, elle est forcément un peu dangereuse, parce que moi je me suis aperçu que sur TripAdvisor, c'était forcément des retraités qui donnaient leur avis, parce que je tombais toujours sur des trucs où c'était propre, mais c'était chiant à mourir, quoi. Alors, reste... les médias payés, c'est en chute libre à l'heure actuelle. Ce qui marche très bien, c'est les médias relayés. Reste ce qui appartient à l'entreprise. Ce qui appartient à l'entreprise, ça monte en puissance. Ça monte en puissance très fortement parce que c'est beaucoup moins cher qu'avant. Et surtout, très accessible. Alors traditionnellement, il y a la force de vente et le fameux CRM qu'on a raté il y a 20 ans quand on a fait la réforme du BTS-NRC. À l'heure actuelle, les CRM ont beaucoup évolué. Vous avez par exemple un CRM qui s'appelle Suite CRM, mais ils sont tous à peu près équivalents. C'est des choses auxquelles vous accédez en ligne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chez vous, c'est tellement plus pratique, vous n'avez pas à gérer le poste, les sauvegardes, etc. etc. Le CRM existe toujours. Vous avez quelque chose, le cousin du CRM, qui s'appelle le Marketing Automation. Ici, je donne comme exemple Mautic. Mautic est un système de marketing automation qui vous permet d'automatiser la relation avec des clients se baladant sur Internet en fonction d'un nombre de points qu'ils peuvent avoir ou d'actions qu'ils font. Par exemple, j'ouvre un panier, tac, il y a quelque chose qui va se passer, et ça se fait en automatique. Vous avez, plus près de la digitalisation, les sites et les blogs. Un site est neutre, c'est-à-dire c'est juste un site d'information, donc c'est que de la communication. Le blog rajoute au site l'interaction avec les internautes, ce qui est très bien, parce que ça permet d'avoir des informations, et ça permet aussi de drainer du trafic vers le site de e-commerce, c'est-à-dire de le faire monter dans ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire plus il y a de liens entrants, et plus il va monter sur Google lors des requêtes qu'on va faire sur le nom. Bien, on a comme site et blog WordPress qui est à l'heure actuelle le plus utilisé pour créer des sites et des blogs, qui est quelque chose d'extrêmement connu. Ensuite, vous avez tout le e-commerce. Alors le e-commerce, c'est les sites de e-commerce sur lesquels vous allez, vous achetez des produits, etc. etc. Comme logiciel de e-commerce, il y a actuellement PrestaShop en France qui est largement dominant, même s'il est concurrencé par un nouveau qui vient d'arriver qui s'appelle Wix. Mais PrestaShop est encore la référence en matière de e-commerce. Il a l'avantage d'être complètement en français, comme WordPress, d'être très développé en français aussi, c'est-à-dire que c'est d'un abord relativement facile. Ensuite, vous avez tous les comptes sociaux d'entreprise qu'elles utilisent, c'est-à-dire toute entreprise a son compte Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, etc. Et vous avez des gens qui travaillent là-dessus. Vous avez également des applications pour faire des newsletters, et vous avez également des applications de support, de SAV, forum, chat, etc. Voilà comment une entreprise structure sa communication avec ses clients, et voilà ce qu'il y a sur la plateforme BTS-NRC, puisque sur la plateforme BTS-NRC, il y a WordPress, il y a PrestaShop, il y a Suite CRM, il y a Mautic, et il y a toutes ces applications. Voilà, donc c'est maintenant Patrick Feignet qui va vous présenter la plateforme.